On va laisser la place aux jeunes. Pour qui votent-ils et les politiques leur parlent-ils vraiment? Souvenez-vous, Emmanuel Macron, qui leur parlait, c'était en janvier dernier à Paris-Saclay. C'est quand même une génération qui a déjà vécu beaucoup de choses, qui a vécu le terrorisme, la prise de conscience du changement climatique. Vous vivez maintenant cette pandémie, donc vous êtes celle qui est en train de connaître tout ce que le siècle et le millénaire qui s'ouvrent apportent de plus terrible. Mais derrière aussi, moi je suis convaincu qu'il y a du bon. C'est-à-dire une capacité à imaginer l'avenir en ayant résisté à tout ça ensemble. Je veux qu'ensemble, on arrive à bâtir la suite. La suite. En tout cas, moi, je tiendrai ma part, c'est que dans les choix qu'on fait et qu'on fera, ce que la jeunesse a donné au pays, dans ses engagements professionnels ou dans les choix qu'on lui a parfois imposés, on ne l'oubliera pas. Et on se rapproche, hein. Mais bien sûr qu'on se rapproche, mais parce qu'on a du monde sur le plateau. Mais oui, on accueille ces jeunes. Je vous présente nos invités. Bonsoir Sarah El Haïry, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric Dabi, vous êtes politologue, directeur général de l'Institut de sondage IFOP et vous venez de sortir un livre, La fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait ses cessions, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs. Les jeunes, ils sont là normalement, c'est ça. J'aimerais bien d'ailleurs que vous nous disiez, on est jeunes jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on en a envie, mais dans les enquêtes d'opinion, c'est 18-30 ans ou 18-35 ans. Mais vous avez encore du temps. C'est un bloc qui n'est pas monolithique. Moi, j'ai dit au ministère que c'était un état d'esprit. Hein. Ouais. T'es jeune qui le souhaitait jusqu'au bout, on le souhaite. On va dire ça comme ça. Bonsoir Léa Felco, vous êtes étudiante à Sciences Po, représentante de l'Association pour un réveil écologique. Et bonsoir Brandy Boloco, vous êtes présidente de l'Association Cité des Chances qui a pour but de promouvoir l'engagement citoyen auprès des jeunes des quartiers populaires et de banlieue. Frédéric Dabi, dans votre livre, vous testez le potentiel, vous nous racontez avoir testé le potentiel des candidats chez les jeunes. Et ce qui ressort notamment, c'est que Marine Le Pen arrive très très haut à 35%, Emmanuel Macron à 31%, Jean-Luc Mélenchon à 29%. Vous nous dites qu'il y a une continuité. Oui, on voit que le choix des jeunes aujourd'hui, alors l'enquête a été faite au mois de février. Elle ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé depuis. Puis, il faut se parler franchement, la campagne n'a pas commencé loin de là, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois ici et là. Il n'y avait pas encore Éric Zemmour on a testé le potentiel d'Éric Zemmour qui était plutôt faible. Il arrive assez bas. Hein. Voilà, il arrive bas. Mais en tout cas, il y a une double continuité. D'une part, une continuité avec le choix des jeunes qu'on avait observé. Là, c'était du vote réel en 2017, où les jeunes, comme l'ensemble des Français, avaient plutôt plébiscité Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à un niveau plutôt élevé. Et une continuité avec les enquêtes actuelles. Maintenant, ce qui est très intéressant sur cette question des jeunes, c'est que ces chiffres masquent une véritable césure générationnelle au sein de la jeunesse, qui n'est en rien un bloc monolithique, puisque chez les 18-24 ans, Emmanuel Macron arrive nettement en tête. Alors, il s'est beaucoup adressé à eux via des canaux spécifiques. Il a annoncé beaucoup de choses. Il bénéficie d'un... Vous pensez que McFly et Carlito, ça a marché? Non, ce n'est pas marché, mais c'est un tout. C'est un tout. Il y a des mesures, il y a ce qu'il a fait avec Brut, TikTok, etc. Et le fond, car les jeunes, il ne faut pas les prendre à la légère. Ils attendent des résultats, ils attendent du fond. Ils croient à la promesse du politique qui est de changer la vie. Donc chez les 18-24 ans, il y a aussi une sorte de proximité identificatoire. C'est le président le plus jeune de la Ve République, un effet Manu, pardon de ce terme, qui fait que beaucoup de jeunes ont l'impression qu'il leur ressemble. Par contre, chez les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui peine parfois à s'insérer, qui est en proie à l'entrée dans la vie active, qui est plus en souffrance, là, on a clairement un vote Marine Le Pen. Un peu comme auprès de l'ensemble des Français, Marine Le Pen surperforme chez les 50-64 ans. C'est dans les deux générations charnières qu'elle fait ses meilleurs scores. Et également, Jean-Luc Mélenchon fait un bon score dans ces segments-là. Donc on a vraiment un vote jeune qui est relativement éclaté en fonction moins de la politique que de l'âge. La question peut-être qu'on peut vous poser, on ne va pas vous demander justement de vous situer, parce que ce serait totalement faux dans la mesure où deux personnes ne représentent pas une génération. En revanche, ce qui est intéressant, vous êtes tous les deux engagés, c'est de savoir quelle est votre vision aujourd'hui du monde politique. Parce que ce qui ressort surtout de l'enquête de Frédéric Dabi, c'est une forme de défiance vis-à-vis des politiques, mais avec une façon un besoin de s'engager, une demande d'honnêteté de la part des politiques et l'envie, disons, vous le disiez Frédéric Dabi, de voir que la politique peut changer la vie sans pour autant croire que ça va passer par les canaux classiques des partis politiques. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis plutôt du côté écologique, du coup, de l'engagement associatif.
Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est sur la question du fond, c'est qu'en fait, il y a parmi la jeunesse une vraie angoisse, une vraie éco-anxiété. Donc, le terme est assez significatif. Les gens ont peur de l'avenir, les jeunes ont peur de l'avenir. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines. Dans plusieurs pays, dans une dizaine de pays. Absolument 10 pays développés et en développement, qui montrent quand même qu'il y a une moyenne de 75% des jeunes entre 18 et 30 ans qui a peur ou très peur de l'avenir. C'est quand même un chiffre assez incroyable. Et en France, c'est 74%. Donc, on est quand même sur les mêmes eaux. Et il y a de cette côté cette peur qui, en fait, va se transformer progressivement en défiance. Parce que dans ce même sondage, il y avait 58% des Français qui pensent que le gouvernement ment. Donc, c'est même pas ne fait pas assez ça, c'est ment sur l'impact de ses engagements. Et parmi ce même panel de jeunes, 73% pensent que le gouvernement ne fait pas assez. Alors, il y a une vraie dichotomie entre, pour le coup, dans le gouvernement, la vraie communication qu'il y a autour des réussites climatiques du gouvernement, entre la loi climat, entre la CCC et toutes les merveilles qu'on nous promet, et le sentiment qu'ont les jeunes. Et il y a une vraie terreur qui fait que, en fait, les gens perdent confiance en la politique. Et ça veut dire quoi, en gros, on se souvient du Make Our Planet Great Again d'Emmanuel Macron, on se souvient du slogan et vous dites après, il n'y a rien eu? Il n'y a rien eu. Le fait est que on a une stratégie en France qui s'appelle la stratégie nationale, la SNBC, qui guide en gros la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. En 2019, on a dépassé les budgets de cette stratégie et le gouvernement ensuite a rehaussé les budgets. Et ensuite, la communication, ça a été, regardez, on a réussi à ne pas dépasser les budgets. Donc là, il y a un problème quand même de communication politique qui fait que les gens ne peuvent plus avoir la question, alors d'abord, oui, on va vous demander, Sarah El Haïry, de répondre à tout cela. Et ensuite, j'interrogerai Brandy Boloko sur la façon dont il voit justement ce débat-là. Parce que y a-t-il un clivage dans la jeunesse? Mais d'abord, Madame la ministre. Moi, ce que je vois, c'est franchement une génération, pour le coup, et vous l'avez souligné, hyper engagée. On a une génération avec cette dichotomie qui ne se ressemble pas. Il y a des jeunesses dans notre pays et je crois que ça vaut le coup de regarder chacune d'entre elles. On a une jeunesse qui s'engage dans les assos. Mais là, il y a une jeunesse qui vous interpelle. Bien sûr, sur des points très précis. Qui interpelle sur des points très précis. Et en parallèle, qui ne votent pas ou qui votent quasiment plus du tout. Sur, par exemple, les régionales, on avait 9 jeunes sur 10 qui ne se sont pas déplacés. Vous ne répondez pas à sa question. Sur la dichotomie? Non, c'était pas ça. En gros, sur votre bilan vert. Sur le bilan vert. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait pour la planète concrètement? Moi, je peux donner des exemples hyper concrets parce que concrètement, on a fait quoi? Il y a eu 2 grandes lois et il y a eu un engagement fort avec la Convention climat. Par exemple, c'est des exemples très concrets, c'est notre gouvernement qui ferme les centrales à charbon. C'est notre gouvernement qui divise par 2 l'artificialisation des sols. C'est notre gouvernement qui interdit Non, mais c'est important. L'artificialisation des sols, divisé par 2. Ça a quand même mis un temps fou, puisque pendant 3-4 ans, au début du quinquennat, il y avait un refus même d'un moratoire sur la fin de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, c'est fait et c'est voté. On a et on peut aller plus loin. On accompagne la transformation de notre industrie. 30 milliards d'euros avec le plan de relance pour accompagner en profondeur. Et on peut aller... Non, mais je veux dire, c'est des choses très concrètes. Quand on a interdit, par exemple, les pailles, alors ça peut paraître cosmétique, sauf qu'aujourd'hui, ça a des conséquences dans les mers. Quand on interdit le suremballage, au 1er janvier, ça sera interdit. Quand on interdit, par exemple, le fait de détruire, vraiment de détruire les invendus, c'est des choses qui sont très concrètes et qui ont vocation à baisser notre impact environnemental. On ne va pas se lancer dans un débat sur le bilan environnemental du gouvernement, non, mais les reculs sur la loi Egalim, il y a des tas de choses qui ont... Juste un point, parce que c'est important. Non pas que... je peux faire un bilan pendant 30 minutes quasiment de plusieurs mesures, mais ce qui est absolument important, je crois, c'est regagner cette confiance. Et c'est le fond du débat. C'est quand on dit quelque chose, est-ce qu'on le fait et comment on le fait? Et on a fait le choix de la transparence de ces mesures, de les montrer. Sur le site du gouvernement, il y a une sorte de baromètre qui permet de suivre quasiment mesure par mesure. Et ces mesures, elles sont pour certaines immédiates et d'autres qui sont en profondeur. Quand on interdit, par exemple, aux propriétaires de louer leur appartement quand c'est une passoire thermique et qu'on accompagne les plus fragiles pour rénover leur logement, je suis désolée, ce sont des mesures extrêmement concrètes. Là-dessus, avant de te laisser la parole, pour le coup, sur la loi climat, juste en termes de chiffres, pour atteindre nos objectifs de cette stratégie, il faudrait qu'on ait moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, donc c'est-à-dire environ 113 tonnes par an d'équivalent CO2. Avec la loi climat, on a réussi, d'après l'estimation la plus haute, à enlever 13 millions. Donc on constate qu'il y a quand même une baisse, elle est en cours. Oui, c'est bien. Mais cette baisse, elle est quand même en cours. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est ce qui ressort de l'enquête de Frédéric Dabi, c'est aussi une fracture
au sein de la jeunesse, qui est une fracture avant tout sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes attentes, les mêmes choix politiques, que l'on soit de milieux défavorisés ou de milieux favorisés. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir votre sentiment là sur ce qui vient d'être dit, sur la façon dont vous voyez ce débat sur les questions environnementales et ensuite sur la façon dont vous concevez le débat politique, les idées qui doivent être mises en avant. Alors, c'est bien de se concentrer sur des jeunes qui peuvent faire un bilan environnemental et social, etc. du gouvernement. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi une jeunesse qui ne s'y connaît pas forcément, qui ne s'y intéresse pas forcément. Et c'est pour ça que nous, avec Cité des Chances, on va dans les quartiers populaires pour justement aller chercher cette jeune qui ne s'y intéresse pas et leur dire la politique, c'est aussi vous, etc. S'intéresser aux jeunes qui s'y intéressent, c'est une chose. Maintenant, on s'intéresse à ceux qui ne s'y intéressent pas. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils ne s'y intéressent pas. Deux choses, selon moi. La première, la structure. C'est-à-dire la structure de l'État, la structure politique de notre pays n'est pas assez inclusive pour tous les jeunes. Aujourd'hui, l'engagement, ça coûte. Enfin, c'est un coût financier que forcément des personnes qui n'ont pas les moyens financiers ne peuvent pas se procurer, et un coût en termes de temps. Aujourd'hui, un jeune qui a 35 heures par jour, 35 heures par semaine de cours, où est-ce qu'il trouve le temps de s'engager politiquement, etc. Ou alors, à côté, il a aussi un travail, il a aussi un job étudiant, et du coup, il a encore moins le temps de s'engager. Et donc, il y a ces deux questions-là. Juste pour finir, nous, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on propose, nous, c'est déjà réformer la structure de l'État pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus inclusive. Mais la deuxième chose, et qui est très importante, c'est de former les jeunes. Aujourd'hui, il y a une catégorie de jeunes qui est formée par la politisation et leur cercle social et familial depuis qu'ils sont petits à la politique. Ils savent qui sont les ministres, ils savent qui sont les députés. Et d'autres jeunes où ce n'est pas du tout le cas. Très juste. Et ça doit être le rôle de l'école. L'école a été créée pour égaliser, finalement, les connaissances. C'est pas parce que je viens d'une famille modeste que c'est normal de ne pas connaître un député alors qu'il y a une autre famille, un jeune qui vient d'une autre famille, lui, il le peut. Alors, ce qu'on fait, nous, avec Cité des Chances, on va dans les lycées, on leur parle d'éloquence, on leur fait des ateliers d'éloquence, on leur fait faire des simulations parlementaires. La simulation parlementaire, il joue des rôles de députés, de médias, d'experts, pour qu'ils se rendent compte que finalement, si je veux influencer la chose publique aujourd'hui, j'ai toutes ces marges de manœuvre-là. Et enfin, on leur fait visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional, pour qu'ils puissent désacraliser finalement tous ces lieux de pouvoir et se dire, OK. Et ça marche ou pas ? Ou est-ce qu'ils vous répondent, pardon, mais moi j'ai d'autres urgences que ça, que ton éloquence, etc. Comment ? Quand vous leur dites on va faire de l'éloquence, on va vous montrer comment fonctionne la politique pour que vous vous fassiez entendre, pour que vous puissiez vous engager, est-ce qu'ils ne vous répondent pas qu'il y a d'autres urgences ? Non, parce qu'on est très concret. Aujourd'hui, il y a plein d'étudiants pendant le confinement qui avaient faim finalement, parce qu'ils n'avaient pas finalement assez de ressources, parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur loyer. Et la politique, ou l'associatif, ou plein de choses. D'ailleurs, on a constaté pendant le confinement une explosion des engagements associatifs. Les gens cédaient les uns les autres parce qu'ils étaient dans la souffrance et qu'ils étaient dans le besoin. Mais ça, c'est un engagement. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent. Après, est-ce que ça se traduit dans les urnes ? Pas forcément. Mais il y a vraiment un engagement. Frédéric Dabi, justement, on voit dans votre livre aussi les ravages du coronavirus sur la jeunesse, toute la souffrance dont vous parlez, la fragilisation, la perte de confiance dans l'avenir. On sait d'ailleurs qu'il y a aussi une perte de confiance dans les diplômes de la part des jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup l'impression, là, avec le coronavirus, que leur diplôme ne vaut rien, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. C'est de la perception. Il va y avoir une génération qui risque d'être sacrifiée. Oui, alors, je nuancerais quand même un petit peu. La jeunesse, et on se voit quand on entend vos différents témoignages, est suffisamment diverse, voire insaisissable, pour ne pas lui accoler une étiquette, génération Charlie, génération Covid, génération Catastrophe, etc. Mais c'est vrai que le Covid a été, on l'explique dans le livre avec Stewart Shaw, un véritable événement fondateur dans le sens où, malgré toute leur diversité, les jeunes ont vécu de la même manière. Ça a créé des représentations communes, une sorte de conscience générationnelle. Ils sont 86% à dire « nous sommes une génération à part, différente de la génération des jeunes d'avant ». Ils n'étaient, parce que ce livre s'appuie sur une enquête historique créée avec Françoise Giroud à l'IFOP, il n'était que 17% en 1957. Il y a vraiment une conscience d'être une génération à part, touchée par le Covid, qui a été sacrifiée, stigmatisée. Ils ont compris qu'ils paieraient peut-être la dette, qu'ils n'ont pas vécu une vie normale. Ils sont 20% voire insertion, arrêt de stage, emploi, fréquenter une banque alimentaire. 1%, c'est rien. Mais dans une extrapolation, bien sûr, beaucoup de jeunes, il faut toujours oublier les pourcentages. Et vous allez. Maintenant, je le vois
point cette jeunesse, elle a quand même, je le dis, tourné la page Covid parce que les indicateurs d'optimisme datent du mois de février. Février, c'est pas une période anodine. Emmanuel Macron venait de faire mais France avec ça leur pendait au nez. Bien sûr, elle a été touchée par cette crise, mais cette crise, elle a surtout amplifié des tendances qu'on vient d'entendre. Doute vis-à-vis de l'État, doute vis-à-vis de l'engagement collectif au profit d'un engagement individuel, envie de résultats sur la question environnementale et des jugements très sévères qui touchent le gouvernement et tous les partis politiques en France. Parce que d'un côté, ces jeunes ont conscience de leur vulnérabilité, ils l'ont vu pendant le Covid, et celle de la planète, la phrase de Paul Valéry, nos autres civilisations savant que nous sommes mortels, ils la prennent pour eux et ils ont l'impression que rien n'est fait et que l'enjeu environnemental est toujours pensé à venir. Non, parce qu'ils s'engagent. Une question concrète. C'est là, on voit qu'on entre en campagne électorale, donc on voit que tous les candidats, et même le président qui bien sûr n'est pas encore candidat, parle à la jeunesse, non plus que la jeunesse à la bouche, c'est un classique total. Sauf que concrètement, justement, cette génération qui a souffert du Covid, bon, il y a des promesses comme par exemple le revenu d'engagement, mais ça attend toujours. Il y a la question de un jeune, une solution. Alors c'est vrai que ça a créé, on peut le dire, il y a plus 42% de jeunes en apprentissage en 2020 par rapport à 2019. D'accord. C'est énorme. Sauf que ce sont les jeunes, en fait, déjà les plus favorisés en termes d'études et qu'en revanche, ça ne marche pas pour ceux qui sont en difficulté. On a 1,5 million de jeunes en France qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni au travail. Madame Polony, j'ai commencé mes propos en disant qu'il y avait des jeunesses. Et c'est le choix qu'on a fait en faisant le plan Un jeune, une solution. C'est pas un slogan. Ça a touché 3 millions de jeunes dans notre pays. 3 millions de jeunes, et ça a touché différemment. Ça a touché les plus précaires. Vous parliez de ce qu'on appelle les NEET, c'est ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, et qui sont vraiment en situation de précarité. Eux, 1,5 million, on a doublé, surtout des filles à partir de mais 20 vous ans, avez raison. Et c'est pour ça qu'on a doublé les garanties jeunes et qu'on a on a donné des moyens aux missions locales, mais pas que. Il fallait également aider, c'est ce que nous avons fait sur le chemin de l'apprentissage. Vous savez, on a battu en fait le record de l'année d'avant. L'idée, c'est pas de battre des records pour battre des records. Ça veut dire que plus de 500 000 jeunes dans notre pays ont un employeur, ont une formation en cours. Et quand j'ai 3 millions de jeunes, je veux dire, il ne faut pas le prendre à la légère. 3 millions, alors même que cette crise, c'était une réponse à cette crise, le plan Un jeune, une solution. Et donc, juste, vous parlez au début, vous avez commencé par dire qu'il y a des jeunesses, oui, tout à fait. Mais vous vous occupez pas des jeunesses, vous vous occupez d'une jeunesse qui est préoccupée d'abord par l'environnement et l'écologie, mais il y a une autre jeunesse qui est préoccupée par exemple par les violences policières, et c'est manifesté le 2 juin dernier avec le rassemblement organisé par Assa Traoré par exemple. C'est des jeunes qui à 40% sont par exemple, et ça c'est monsieur Dabi, vous le dites dans votre livre, que presque une majorité de jeunes font du wokisme, entre guillemets, comme vous aimez le dire, alors qu'ils ne le sont pas forcément au courant. Et pourtant, ces jeunes-là, vous dites que des propos comme ceux de M. Éric Zemmour sont plus dangereux que ceux-là. Alors que vous, Monsieur Bolko, pour moi, j'ai l'impression que vous... Monsieur Bolko, vous prenez là pour le coup des propos... Je suis désolée. Absolument pas. À la tête de tous ces jeunes-là qui ont des problèmes. Et Monsieur Bolko, besoin de je nierai jamais des situations de difficulté dans notre pays ou des situations de discrimination. Par contre, ce qui est certain, c'est que moi, mon projet de société, c'est un projet universaliste. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tout notre pays doit se lever quand il doit lutter contre une discrimination. Il n'y a pas de hiérarchie entre les discriminations. Laissez-moi juste terminer ce point parce que c'est absolument important. Et on ne peut pas dire on ne regarde pas. Quand je dis on travaille avec toutes les jeunesses et pour toutes les jeunesses, quand on fait la plateforme anti-discri avec Elisabeth Moreno, quand on va faire évoluer les procédures suite au Beauvau de la sécurité avec le président de la République et Gérald Darmanin, quand on va avec Nadia Hay dans les quartiers les plus difficiles pour pousser à l'entrepreneuriat et mettre des garanties. Quand on va chercher ces jeunes qui n'ont pas les parents pour être garants de leur logement, je suis désolée, mais on accompagne chacune d'entre elles, chacune dans sa difficulté. Je comprends l'intention et vous dites on va voir les jeunes, on fait des rapports, etc. Maintenant, les jeunes, on veut des résultats. Si on peut en parler des résultats. Si on n'a pas les résultats, c'est normal qu'on se plaigne de dire ok. Je veux bien juste pour les résultats, Madame Polony. Juste pour vous dire. Terminez votre phrase. Vous dites que vous avez des convictions universalistes, très bien. Je le conçois. Le problème, c'est que selon vous, l'universalité, ça commence, c'est un postulat, alors que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un but. Aujourd'hui, si un jeune il est discriminé de son origine sociale, de là où il habite,
eh ben, je suis désolé, je ne suis pas traité de la même façon parce que j'habite à Sarcelles et que quelqu'un habite à... Mais on n'est pas obligé de l'accepter, monsieur Bolko. Au contraire, non, je ne dis pas qu'on l'accepte. Il faut se lever contre. Mais c'est tout un État qui doit se lever contre. On va vous traiter de la même manière alors qu'on ne part pas du même point. Alors, en ce sens-là, vous ne traitez pas les jeunes de la même manière. Pour préciser, et je pense que c'est une des questions intéressantes qui apparaît dans l'enquête, c'est qu'on le disait, il y a toute une jeunesse qui finalement reflète surtout les fractures sociales du pays. En revanche, sur les questions que vous évoquiez, là, il y a peut-être une fracture générationnelle et elle est très frappante. C'est-à-dire, par exemple, sur les questions de laïcité, la conception que beaucoup de jeunes ont de la laïcité, n'est pas la même. En fait, c'est pas la même que la conception, par exemple. Vous voyez, on a donc 34% des jeunes de 18 à 30 ans qui considèrent que la laïcité, c'est de mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Oui. Ce qui n'est pas la définition du tout de la laïcité. Vous avez raison de parler de ça. C'est vraiment le sujet, ces questions sociétales sur lesquelles vraiment il y a la fracture la plus forte entre les jeunes et les autres générations. C'est-à-dire que pour un même mot, les définitions sont extrêmement différentes. Ça ne produit pas une guerre des générations. C'est même pire, ils ne se parlent plus parce qu'ils ne se comprennent plus. Notamment sur les questions du wokisme, sur les questions de l'islamophobie, sur les questions des inégalités. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne le terme wokisme. Bien sûr. Il faut quand même être clair, c'est un terme extrêmement pointu. En gros, sur toutes les questions qui concernent les discriminations, la défense des minorités et la vision de rapport de force entre dominants et dominés, c'est-à-dire sur les questions de sexisme, de racisme, etc. Et donc ce qu'on appelle le wokisme, du terme woke, être éveillé, c'est un terme américain pour dire qu'on a conscience de toutes ces discriminations. Mais non, il faut préciser parce que justement, c'est hyper important. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Moi, tout ce que je dis, c'est expliqué dans le livre. Moi, je ne défends pas un point de vue. Je ne dis pas que je suis pour ou contre X ou Y. Je dis juste que si vous êtes un secrétaire d'État à la jeunesse, vous devez écouter et considérer toutes les revendications, toutes les priorités selon les jeunesses, comme vous l'avez bien précisé au début. Nous, on a le sentiment que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que une jeunesse qui est très préoccupée par l'environnement va être écoutée. Il y aura les conventions pour le climat, des marches pour le climat, etc. Mais par contre, est-ce qu'il y avait un ministre qui était venu rencontrer Assa Traoré, par exemple, ou un truc comme ça? Monsieur Bolko, non. Sur ce sujet-là... Je dis pas que c'est un combat qui est... Non, je dis juste... Je ne donne pas des jugements de valeur. Je dis juste que... Je comprends votre question. On a comme deux poids, deux mesures. Pas du tout. Pas du tout. On va laisser la ministre, c'est une interpellation. Pas du tout. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que autant aujourd'hui, accompagner une jeunesse qui marche pour le climat, c'est absolument essentiel et important. Et j'ai toujours commencer mes propos en disant qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les engagements et dans les causes. Par contre, sur le sujet que vous posez sur le wokisme, moi je crois que quand on est victime d'une discrimination, c'est tout un pays qui doit se lever. Parce que notre force, c'est la France. Moi, je ne crois pas je ne crois pas qu'on doit se réunir par rapport à une particularité qui est la nôtre pour défendre cette cause. Je crois au contraire que la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre la transphobie doivent être des combats de tout un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple de France. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je ne crois pas que dans notre pays, on ne doit pas laisser s'installer l'idée qu'on te regarde par rapport à ta couleur de peau, et vous voyez bien la mienne, qu'on te regarde par rapport à l'endroit où tu es né, par rapport à la situation de ta famille. Quand on voit les discriminations à l'emploi, les discriminations au logement, c'est pour ça qu'il faut lutter contre. C'est une réalité. Mais c'est pour ça qu'il faut lutter contre. Il faut prendre en considération, cette personne vient de tel quartier, alors quand elle vient de tel quartier, est-ce qu'on ne peut pas... Mais monsieur Bolko, c'est pas parce qu'elle vient de tel quartier, c'est pas parce qu'elle vient de tel quartier qu'elle sera obligatoirement discriminée. C'est ça que je dis. C'est une assignation en fait à résidence que les Français n'acceptent pas. Les Français ne sont pas de votre génération. Mais ce n'est pas... En fait, bien sûr que ça arrive. Et quand ça arrive, il faut lutter contre. Expliquez-nous ce sentiment d'assignation. C'est ce qui vient d'être dit, c'est l'idée, mais je ne caricature pas vos propos, parce qu'une personne a une couleur de peau et parce qu'elle vient d'un quartier spécifique, qu'elle va être automatiquement discriminée, qu'elle n'aura pas d'emploi. Et notre vie de tous les jours, moi des entreprises, montre que bien sûr, il y a des cas de discrimination. Bien sûr, il y a le CV anonyme. Bien sûr, il y a toutes ces choses-là, mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et c'est vrai que là où il y a la fracture la plus forte, c'est vrai que pour beaucoup de jeunes, ils font le constat suivant. La société est inégalitaire, elle produit des discriminations qui sont systémiques, qui sont mis en place par l'État. Quand on parle de racisme d'État, ce terme correspond pour une minorité de jeunes, mais pour un gros tiers d'entre eux comme une réalité. Comment mesurer la réalité de cette impression, ce ressenti? Il y a cette impression d'assignation. Comment vérifier que ce sentiment est vrai? C'est quasiment impossible. Si, c'est possible. C'est possible puisque... Alors, il y a eu des enquêtes avec... C'est pas une question, on ne peut pas mesurer si ce sentiment
est vrai, puisque ce sentiment est en fait un choix politique. C'est une vision de l'organisation de la société. On peut tous mesurer qu'il y a des discriminations. Et elles existent en France. À l'emploi, au logement. Et de fait, nous assistons tous au fait qu'il est très difficile. On lutte, elles sont en train de reculer, mais ça prend du temps. C'est long, de même sur le sexisme. En effet, il y a toujours des problèmes de salaire, des différences d'orientation, etc. Encore un rapport qui explique que les filles s'orientent moins vers les carrières scientifiques. Sauf que la question, c'est de savoir quelles conclusions on en tire sur la bonne manière de lutter et sur les causes de ces discriminations et la façon dont la société s'organise. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre génération, en fait, il y a cette idée que tout cela relève d'un système qui est un système de domination qui donc invalide le modèle universaliste de la République, c'est-à-dire l'idée en traitant chaque individu comme un citoyen à égalité avec les autres, on va réussir petit à petit à régler ça. Et une part de votre génération dit non, ça ne marche pas comme ça, il faut au contraire rendre visibles toutes les différences et c'est comme ça qu'on va régler. Je pense qu'il est là le débat. Madame Polony, il y a plusieurs avis différents. Maintenant, il faut que tout soit écouté, tout soit considéré. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui ont un avis X sont politisés dès l'enfance, ont les bons cercles sociaux et familiaux pour aller dans les bonnes écoles, etc. Et ceux qui ont un autre avis, eux font. C'est pas ça l'histoire de gens plutôt favorisés qui soutiennent votre idée d'un racisme systémique. Et c'est pas notre histoire. C'est pas une question de milieu social, me semble-t-il. Et Madame Polony, c'est pas notre histoire. Disons que c'est une question de milieu social de subir le racisme. Ça, oui. De subir et aussi de faire en sorte de prendre la parole ou pas. Aujourd'hui, si je vous donne mon avis, c'est que j'ai fait, on va dire, les bonnes écoles, j'ai été, entre guillemets, éduqué, etc. Et j'ai eu mon cercle familial et social qui m'ont permis d'eux. Mais quelqu'un qui ne s'exprime pas parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il n'a pas les bons contacts, etc. On ne peut pas savoir ce qu'il pense. On ne peut pas entendre savoir. Non, mais bien sûr. Et juste, c'est la même chose. Mais Léa Falco voulait s'exprimer. Vous voyez que ça vous faisait réagir à ce que disait. C'est passé il y a un moment, mais c'était plus sur les sujets de wokisme et d'islamo-gauchisme. Je trouve que quand même, ces termes-là qui ne recouvrent aucune réalité en sciences sociales, c'est quand même un petit peu embêtant qu'on les entende en permanence. Certains disent qu'il n'y a pas de réalité en sciences sociales. En tout cas, au-delà des réalités. Excusez-moi, je vous laisse parler. Mais merci. Il y a quand même quelque chose de dangereux à tout le temps faire rentrer dans la fenêtre d'écoute des gens des concepts comme ça. Parce que forcément, ça s'auto-entretient. Il y a une responsabilité, je pense, des médias et de la classe politique à essayer de te faire rentrer des gens dans des débats comme ça. Enfin, là, on est en train de parler de la jeunesse et au final, il y a un espèce de prise en sandwich entre les enjeux. On essaie d'opposer des gens qui se battent pour l'environnement et des gens qui se battent pour le social. Pas du tout. Oui, d'accord, très bien. Mais il y a quelque chose de primordial à comprendre que c'est des thèmes qui vont ensemble en fait. Le plus important aujourd'hui, merci, mais le plus important aujourd'hui, c'est sûr que c'est les problèmes sociaux des jeunes. C'est qu'il y a des jeunes qui font la queue au sous-populaire et que c'est juste pas normal et que 12% quand même, c'est énorme. Même sans considérer le nombre de gens que ça représente, c'est énorme. Mais les jeunes, ils sont face à une double peine parce qu'il y a ce problème de peur du présent et il y a le problème de la peur du futur. Et en fait, aux deux, c'est parce que là, vous nous dites qu'on est une génération qui s'engage beaucoup et que c'est très bien. On est tout à fait d'accord. Mais c'est pas nous qui avons la solution. On n'a qu'une seule partie de la solution. On peut pas juste s'entraider et réussir à faire changer la société. Il y a un point qui n'apparaît pas dans ce que vous dites, mais qui apparaît dans l'enquête, c'est aussi la peur de la dette. Or, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui n'est jamais dit, c'est que le système que nous maintenons, qui est un système sans inflation, qui est un système en fait qui favorise les rentiers, les possesseurs de patrimoine, eh bien justement, il est lié aux difficultés sociales de la jeunesse. C'est-à-dire que nous avons un système, contrairement à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, où on a favorisé l'accès au logement, l'accès au crédit pour les jeunes, et bien là, on est dans une société qui favorise économiquement les vieux, ceux qui ont déjà l'argent. Et votre génération, elle a un mal de chien à rentrer sur le marché du travail, un mal de chien à devenir propriétaire de son logement ou à accéder à un logement à un prix correct. Et ça, c'est une dimension qui n'est jamais donnée, mais qui est absolument Et ça va devenir de pire en pire. Bien sûr. Oui. Ça va ne faire que ça. Ah si, ça va devenir de pire en pire. C'est que, disons que si je finis juste cet argument-là et après je vous laisse. Si on continue sur le chemin climatique sur lequel on est, je reviens sur mon sujet. Au niveau de la fin, l'émission est terminée. Il reste 10 secondes. Non, mais pour le coup, je suis désolée, mais ça va devenir de pire en pire de toute façon. Si on continue comme ça et qu'on ne change pas nos objectifs climatiques, ça va empirer. Moi, c'est sûr et certain. Ce que je crois, c'est qu'on n'oppose pas. Et je suis désolée, c'était une phrase qui a été beaucoup utilisée il y a quelques mois. La fin du mois et la fin du. C'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure. Et ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire quoi très concrètement ? C'est l'investissement absolument essentiel dans l'école, qui est l'endroit où on lutte contre les inégalités
c'est la première porte, c'est l'école. Et c'est pour ça que moi, au contraire, pour le coup, je salue les engagements et les associations. Et l'économie, évidemment. L'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous dans Polo News. À demain, 20h, Natacha.